présenter cet article, mais puisqu'il a été envoyé, on va le présenter assez rapidement. Et l'idée, c'était aussi de lancer un petit peu des pistes, parce que l'article n'a pas été écrit, bien entendu, pour cette journée, et le thème de l'article ne colle pas directement à celui de la journée, même s'il y a évidemment des recoupements. Et donc l'idée, c'était de présenter assez rapidement, assez brièvement l'article pour ceux qui ne l'auraient pas lu, ceux et celles qui ne l'auraient pas lu, et ensuite d'essayer de proposer un petit peu des pistes de discussion pour alimenter la réflexion, si possible, autour du thème de la journée. Bien entendu, l'article sera discuté par Kapil Raj, qui lui a travaillé sur l'article et non pas sur les pistes qu'on va présenter maintenant. Je pense qu'il y aura des recoupements aussi entre la manière dont nous on va le présenter et la manière dont tu vas le discuter. Donc tout d'abord, juste pour présenter le contexte, cet article il est né dans le contexte de discussion qu'on avait Mina, David et moi autour de notre intérêt pour les STS et du besoin qu'on éprouvait de faire le point sur un certain nombre d'outils de la discipline pour appréhender les enjeux scientifiques et techniques tels qu'ils se déploient dans les pays du Sud. Très rapidement, on s'est rendu compte que l'idée qu'on avait autour de ce problème, de cet enjeu, elle était multiple et on n'avait pas tout à fait la même chacun d'entre nous. Et il y avait au moins une série de 3-4 approches différentes ou d'enjeux qui nous semblaient différents et qui étaient importants à mettre simultanément en évidence. Le premier, c'était, enfin je pense que le principal pour nous, c'était de faire le point à destination d'une communauté de recherche francophone sur les études sur les sciences et technologies qui ont été menées par différentes disciplines dans un contexte sud. Le deuxième enjeu, c'était aussi de rendre visibles des travaux sur ce thème dont l'apport nous semblait avoir été relativement sous-estimé. Je pense par exemple à l'apport des études sur le développement, mais et de façon encore beaucoup plus importante, à l'apport de tous les travaux qui ont été menés par des chercheurs eux-mêmes du Sud, en Asie, en Amérique latine, en Afrique. Et enfin, au moins une troisième ligne, piste de recherche qui nous intéressait, c'était de réfléchir à l'intérêt pour les STS de mobiliser des courants comme les études, des approches postcoloniales. Donc quand on parle d'approche postcoloniale dans l'article, c'est d'une manière très extensive qui inclut approche postcoloniale, approche subalterne, décolonialisme. On met beaucoup de choses sous ce terme, on n'en a pas du tout un usage restrictif. Enfin, ce n'était pas ce qui nous intéressait à ce moment-là. Donc ce qui nous intéressait plutôt, c'était les approches de ce type de courant avec les études sur les sciences et les techniques qui nous semblaient mobiliser assez peu ces apports et on voulait voir un petit peu qu'est-ce qu'on pouvait faire du croisement entre ces disciplines ou ces courants disciplinaires ou ces courants de recherche. Donc dans ce contexte a été organisé un séminaire, puis une journée d'études il y a 2 ans avec un texte d'intention qui avait déjà été pas mal diffusé puis discuté entre nous avec une équipe scientifique, un comité scientifique avec lequel il y a eu des réunions assez chouettes. La journée s'intitulait déjà les STS en plein Sud et on s'est mis à travailler ensuite, à la suite de cette journée, à cet article avec une tâche donc, qui était assez générale, qui était de synthétiser un petit peu le travail accompli au cours de cette première étape de recherche. Donc l'article qui doit maintenant paraître assez prochainement peut être résumé assez schématiquement de la façon suivante. L'idée qu'on pose au départ, c'est que la mondialisation des STS est en cours, c'est-à-dire l'intérêt pour des objets désignés comme mondiaux, pour des sites désignés comme mondiaux, et croissant dans les travaux qui s'inscrivent dans les STS. Mais cette évolution, elle est restée relativement peu attentive à la mondialisation, on pourrait dire par en bas, peut-être pas par le bas, mais par le bas de la map monde, par le sud, mais aussi par le côté, par l'est, enfin, par tout ce qui n'est pas en Europe, aux États-Unis. Et notre proposition, c'était alors que pour poursuivre et approfondir ce courant de mondialisation des STS, il nous semblait nécessaire de réintroduire dans la pratique des STS une série d'apports qui ont été soit négligés, soit mésestimés. Et en particulier, on voulait essayer de discuter celui des approches postcoloniales dans un sens large.
Alors à partir de là, il était important pour nous d'être d'abord attentifs à tous les travaux qui avaient été menés sur la question des sciences et des techniques hors du monde occidental, notamment en histoire, bien entendu, parce qu'on a un certain nombre de travaux qui précèdent notre intérêt, ça c'est évident. Il ne s'agissait absolument pas de se présenter comme ceux qui vont amener la thématique sud ou tiers-monde ou développement dans les études sur les sciences. Et donc, la première partie du papier, elle est autour de cette question. Quels ont été les travaux qui ont été menés? Pas forcément des travaux qui ne seraient pas forcément intitulés ou revendiquer une appartenance à STS, mais en histoire, dans les études sur le développement, dans les études sur les politiques scientifiques, quels ont été les courants qui me semblent, qui ont eu un apport essentiel et dont il faut tenir compte. Dans la deuxième partie du papier, on nuance un petit peu notre argument, donc, qui est de dire que les STS ne s'intéressent pas au Sud, parce qu'en fait, c'est pas vrai du tout non plus. Depuis au moins une vingtaine d'années, il y a des travaux qui s'inscrivent dans cette interdiscipline des STS et qui travaillent dans les pays du Sud. Notamment les travaux, Iti Abraham a publié son bouquin, je crois, en 98, si je ne dis pas de bêtises. Donc on va dire depuis 15-20 ans, il y a un certain nombre de travaux tout à fait essentiels. Il est vrai, il me semble, pour ce qui est du croisement STS Sud ou STS Global South ou quoi qu'on l'appelle, relativement moins en France, et les références que nous on apporte, elles sont assez anglo-saxonnes. Ça c'est en fait, c'est du fait de notre lecture aussi, bien entendu. Et donc ça, c'est la deuxième partie de l'article. Et enfin, dans la dernière partie, on discute de manière un petit peu plus spécifique quels pourraient être, ou quels sont les apports des croisements entre STS et approche postcoloniale, encore une fois avec cette conception très je sais pas, œcuménique qui est la nôtre des approches postcoloniales, et notamment avec des différents éléments, on va dire, je ne vais pas rentrer dans les détails, on pourra ensuite en discuter. Mais disons, une conception générale des approches postcoloniales en essayant d'intégrer un certain nombre de travaux qu'on voit relativement peu cités dans les travaux de sociologie, d'anthropologie des sciences jusqu'à assez récemment. Donc voilà, en trois parties, un article qui essaie de faire le point sur les travaux menés autour de l'articulation STS, Sud, approche postcoloniale. Alors, comme je disais, cet article soulève des enjeux qui sont tout à fait importants pour nous, mais qui sont en fait pas complètement, qui collent pas complètement aux enjeux dont on veut discuter aujourd'hui. On sera très heureux d'entendre tout ça discuté par Capilrage. Donc nous, on voulait un petit peu proposer maintenant, proposer des pistes de réflexion, de discussion autour de la thématique marché des technosciences, mais peut-être plus à partir de notre expérience de l'écriture de cet article. Alors, pour ma part, je vais présenter. En fait, on s'est un petit peu départagé le travail avec David. Moi, ce dont je vais parler va être plutôt centré vers les technologies des technosciences, et la partie de David, les questions qu'il va soulever sont probablement plus liées à la partie sciences des technosciences, mais bon, c'est plus des interrogations qu'on voulait mentionner avant que la journée démarre. Moi, il me semble, donc, on mentionne l'intérêt des STS pour les enjeux marchands dans le papier, il y a une sous-section de la deuxième partie là-dessus. Il me semble qu'il y a au moins, moi il y a quatre, je dirais, c'est assez personnel, il y a au moins 4 pistes de discussion qui m'intéressent dans tout ça. La première, elle concerne les objets techno-marchands ou les technoproduits, pour reprendre les expressions proposées par Dominique Pest, il me semble. Donc l'idée qu'on est face à un déploiement de produits, on est dans une société marchande dans laquelle on a de plus en plus de produits qui circulent, et des produits dont la production même est liée au développement des technosciences, au développement technoscientifique. Il me semble important de mentionner à cet égard que quand on parle de technoproduits, il me semble que ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement des produits, des sciences émergentes, des nanotechnologies, des nanoproduits, c'est aussi le fait que des produits qui pourraient être tout à fait, pas techniques, le deviennent à travers des pratiques de standardisation, de préqualification qui vont être
qui vont les faire entrer dans un processus de technicisation. Voilà. Donc mais après, la question évidemment serait, est-ce que dans ce cas, tous les produits sont des technoproduits? Est-ce que ça a un sens de parler de technoproduits? Bien entendu, ça, je ne sais pas jusqu'à quel point il faut utiliser ce terme, mais il me semble intéressant quand même de travailler sur l'intrication entre phénomène de technicisation et le déploiement des produits sur des marchés. Le deuxième point par rapport à ça, c'est que ce déploiement des technoproduits, à l'échelle mondiale, il est aussi lié à la structuration, à des infrastructures technologiques et à la technologisation des marchés, non pas seulement en tant que recours à des techniques de prédiction, à des pratiques de financiarisation des marchés, mais aussi en tant que technologisation des infrastructures même des marchés, c'est-à-dire comment les produits vont circuler grâce à des moyens techniques de mesure de la supply chain, des relations entre les différents pays quand on doit y transporter des marchandises. Donc ça, c'est un autre aspect qui me semble intéressant dans le cadre d'une réflexion sur les marchés mondiaux de technosciences, c'est comment est-ce que ces marchés sont organisés techniquement à l'échelle mondiale. Le troisième point, c'est celui des formes de capitalisme ou des formes de société, je ne sais pas comment on pourrait dire, qui sont liées au développement scientifique et technologique. Et pourquoi je mentionne ce point qui a l'air extrêmement général? C'est parce que dans le courant post-colonial STS, on a un certain nombre de travaux qui s'intéressent à ces questions, et je pense notamment à la catégorie de biocapital qui est proposée par Kaushik Sundararajan, entre autres, et à ce qu'il essaye de décrire comme une articulation de pratiques de recherche et d'innovation, de formes de réglementation, de stratégies de valorisation économique, mais aussi de production de sujets à la fois dans les pays du Nord et dans les pays du Sud, et évidemment dans des productions de sujets assez différents. Liée à cette question, celle de comment les pays ou comment des sites vont s'inscrire dans ces catégories marchandes. Est-ce que le capital fait des bons depuis la défense jusqu'au puits de pétrole, ou est-ce qu'au contraire, il faut décrire des marchés qui sont en apparence informels et isolés de l'économie globale comme étant complètement inscrits dans cette économie? Et là, je pense par exemple au travail que fait Christine Peterson sur la pharmacie, sur le marché de la pharmacie au Nigeria, et en fait sur comment, à partir de cet exemple de la pharmacie nigériane, on peut reconnecter tout un ensemble de logiques qui sont des logiques habituellement décrites comme globales depuis des sites tout à fait différents que le Nigeria. Et enfin, juste je m'arrêterai là, la question des catégories de travail qui sont produites par ces croisements de technologies et de pratiques marchandes. Et là, je vais mentionner un autre travail qui est celui de Melinda Cooper et Catherine Walby. Hier, on parlait de Digital Labor, la journée Digital Studies. Elles, leur catégorie, c'est celle de travail clinique, Clinical Labor, qui inclut à la fois donc, la vente de gamètes, la gestation pour autrui, la participation à des essais cliniques, et qui est une catégorie que ces deux auteurs considèrent s'être énormément développée dans les Suds, notamment dans des pays comme l'Inde, grâce à des formes spécifiques d'intervention de l'État et face à l'indisponibilité d'un certain nombre de services, mais au développement, mais face aussi au développement important de technologies qui sont extrêmement présentes, par exemple dans le cas de l'Inde. Donc ça serait un petit peu 4 pistes, enfin 3 ou 4 pistes, je sais pas, celles des objets, des structures, des marchés, des catégories de sociétés et des formes de travail qui sont liées, qui me semblent pourraient être intéressantes à poursuivre dans le cadre d'une réflexion sur les marchés mondiaux des technosciences, d'un point de vue à la fois nord et sud. Mais il me semble qu'il y a énormément d'autres discussions, et David, je pense, a d'autres suggestions à proposer. Bon, bonjour à tous, j'ai compris que le format de la journée était plutôt sur la discussion, donc je vais vous proposer plutôt que de présenter le papier, puisque j'espère que vous avez pu le regarder, plutôt de proposer d'autres pistes. On se retrouve 2 ans après une journée d'études qu'on avait organisée dans le même lieu à peu près, c'est assez drôle, on a travaillé pendant 2 ans sur cet article et on avait déjà pas mal travaillé avant, parce qu'en fait, pour ceux qui ont lu le papier, vous l'aurez compris, on a essayé de croiser finalement des champs qui ne se croisent pas, et en fait on a essayé de comprendre tous les trois, avec Mathieu et Mina, quelque chose qui nous posait problème, c'est-à-dire on n'arrivait pas à voir comment se croiser finalement tout un champ d'études en études des sciences et avec une autre type de littérature sur les rapports Nord-Sud et en particulier les études postcoloniales. Donc ça a été très riche, je crois que le papier est une espèce de croisement de nos propres différences.
Et je voudrais revenir là-dessus. Je pense qu'en fait, la vraie réflexion, c'est aussi voir, si on veut travailler à la croisée de champs qui normalement ne se croisent pas, on se rend mieux compte aussi de nos différences, de nos points de vue. Donc dans cette approche, je voudrais vous présenter un petit peu comment nous, on a pu revoir dans ce croisement des approches STS et PostCo des dichotomies, des différences, voilà, pour lancer des pistes. Une des choses dont je me suis rendu compte, moi, en travaillant sur ce croisement, c'est l'approche de l'intérêt des travaux des historiens. Je dis ça, évidemment, c'est un clin d'œil à Capillarage, mais des fois, on a l'impression que les historiens n'ont pas trop l'esprit théorique. Et donc, on leur parle de PostCo, de STS, ils disent, bon, ça va, ça va. Et en fait, ce qui est impressionnant, c'est qu'on se rend compte que les historiens ont fait un travail en fait, extraordinaire pour montrer, à travers des travaux empiriques très documentés, comment les approches sérieuses postcoloniales et les sciences peuvent être traitées. On a énormément d'études, je trouve, que ce soit en Inde, soit en Amérique latine, qui montrent comment les politico-gynistes sont imposés, comment on a créé les populations elles-mêmes à gérer, comment la médecine coloniale a agi sur les populations, enfin, sur les brokers aussi. Moi, j'ai été vraiment fasciné par ce travail des historiens qui, sans faire de grands paris théoriques, en fait, apportent énormément à la discussion pour les sociologues, les anthropologues aujourd'hui. Je vais commencer par une petite anecdote parce que ici, normalement, quand on parle s'intéresse aux études postcoloniales, on fait attention à la dimension un peu de l'intimité et à la dimension politique, de l'autorité, comment est-ce qu'on construit l'autorité. Je me rappelle quand j'étais tout début de mon doctorat, je revenais de Colombie pendant 2 ans, et je suis revenu à Sciences Po et j'étais très impressionné par mes professeurs, et donc on me présente l'écologie politique, c'est mon domaine, et donc on me dit, oui alors l'écologie politique, une professeure de Sciences Po très prestigieuse me dit, vous me présentez en fait comme typique, il y a la deep ecology, donc l'écologie profonde, évidemment hyper radicaux, des gens pas très recommandables, ni éthiquement, ni intellectuellement. Et puis là, il y a l'écologie light, donc ça c'est un peu l'écologie qui passe par les marchés, c'est pas très bien non plus. Donc nous, il faut plutôt essayer d'apporter entre les deux. Il faut présenter une approche qui soit ni trop extrême d'un côté, ni trop extrême de l'autre. Et je trouve ça drôle, à l'époque ça m'avait beaucoup choqué parce que je me disais c'est vraiment une manière de présenter, dès qu'il y a deep, dès qu'il y a profond, dès que c'est radical, il faut surtout pas trop s'y mettre. Et ça m'a beaucoup interpellé à l'époque, surtout qu'aujourd'hui, quand on relit les débats, je pense que la communauté française sur l'écologie politique a beaucoup évolué, et ce qu'on appelait à l'époque deep ecology, la plupart des gens les prennent au sérieux aujourd'hui, et disent « Ah non, c'est intéressant, il faut les lire, il faut y aller voir ». Donc je voudrais revenir sur cette dichotomie un peu deep et light, pour vous proposer une première dichotomie qui est issue justement de nos discussions. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de deep postcolonial STS, et un light postcolonial STS. C'est évidemment provoquant, parce que vous avez vu, comme je l'ai dit, qu'à la fois présenter les choses comme deep et light, c'est à la fois une espèce de truc d'autorité, mais ça peut se retourner si finalement ce qu'on rejetait dans le trop profond, trop radical, devient, quelques années après, finalement quelque chose de tout à fait discutable. Donc c'est un peu l'idée sur ces postcolonial STS. En 5 points, je vais essayer de vous montrer un peu comment j'ai traversé moi cette dichotomie possible entre deep postcolonial STS et light postcolonial STS. Le premier, c'est sur le terme de technosciences. Donc moi, j'ai pas l'habitude de travailler sur les technosciences, je travaille maintenant plutôt sur les scientifiques. Et ce que je trouve intéressant dans les technosciences, c'est que c'est à la fois une volonté de désenclaver, c'est-à-dire de ne pas regarder que les scientifiques. Donc en effet, dans ce sens-là, ça déplace le travail des STS classiques, qui est plus centré sur les scientifiques. Mais en même temps, ce qui est un peu compliqué, c'est je trouve se focaliser sur les technosciences. Ça veut dire s'intéresser là où les technosciences sont importantes. Donc déjà, je trouve que ça limite un peu le champ. C'est-à-dire, on s'intéresse grosso modo aux pays émergents, là où il y a une industrie de médicaments. Je trouve que ça cadre un petit peu déjà une orientation. Donc, je voulais dire qu'il y a une autre manière de désenclaver, pas de s'intéresser aux scientifiques, c'est de travailler en fait beaucoup plus en amont et pas en aval, lorsque les scientifiques eux-mêmes créent leurs travaux. Par exemple, quand ils sont sur le terrain, dans le terrain du Sud, d'ailleurs ça peut être des médecins, eux aussi, ils sont dans des milieux extrêmement hétérogènes socialement, et c'est une autre manière de sortir, enfin de ne pas se focaliser sur les scientifiques eux-mêmes, mais de voir comment on peut s'intéresser à d'autres acteurs tout en faisant des STS sans être focalisé sur les scientifiques. Évidemment, ce qui est intéressant, vous l'avez vu dans les travaux de Iti Abraham ou d'autres, c'est le rapport aujourd'hui entre technologie et marché, technosciences, marché et État. Et donc, aujourd'hui, évidemment, la notion même de technosciences recoupe cette longue recherche qu'il y a eu sur finalement les modes de gouvernement par l'État, une approche donc plus foucaldienne sur la gouvernementalité finalement.
Deuxième point, c'est sur la notion de marché. Je me demande, et là aussi c'est un peu parce que je suis de l'extérieur, mais est-ce qu'il faut vraiment parler de marché, quoi? Est-ce que ça nous apporte vraiment de parler de marché? Est-ce que c'est ça qui est intéressant? Autant technosciences, je trouve ça vraiment très riche sur le terrain, dans le pays du Sud. Autant marché, déjà, il y a le marché mondial. Est-ce que finalement on ne parle pas de marché national? Qu'est-ce que ça veut dire de parler de marché national, là aussi? Je dirais un peu comme la sociologie doit toujours s'interroger sur le terme de société lui-même qui la fonde, autant je trouve ça un peu gênant de reprendre une notion qui est quand même à la base d'une autre discipline de l'économie sans l'interroger. Donc dans le texte, il y a la centralité du marchand, par exemple. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Donc ça, je pense que c'est intéressant d'en parler. Je me rappelle d'une présentation qu'il y avait eu de Alison Locanto, par exemple, d'un journal d'études qui parlait sur les standards de sustainability en Éthiopie, et elle montrait qu'en fait, la notion même de marché, par les différents acteurs qui y participaient, avait des sens radicalement différents et correspondait à des pratiques radicalement différentes. Donc un des problèmes, je trouve, qu'on a avec les STS, comme on l'a proposé dans le papier, c'est qu'elles reproduisent de la manière une hiérarchie existante, à la fois entre ce qui est important dans la science va être important dans les STS. Donc on va s'intéresser d'abord au labo, on va s'intéresser aux sciences finalement qui pèsent. Et le fait de se focaliser sur les technosciences et les marchés, c'est aussi une manière, vous voyez, de se focaliser sur là où il y a beaucoup d'argent, là où il y a beaucoup d'investisseurs, comme des objets importants. Et donc on s'intéresse moins aux émergences. Je pense que c'est plus intéressant dans le texte, justement, quand vous parlez plutôt que de marché de technoproduits ou de commodités technologiques, c'est les deux termes que vous utilisez. Je ne travaille pas directement là-dessus, mais je trouve ça plus intéressant de s'interroger en effet sur le statut nouveau de la marchandise, plus que sur la structure du marché qui me semble faire appel à encore d'autres recherches. Voilà. Troisième point, évidemment, comme vous l'avez fait dans le texte, on oppose parfois les approches foucaldiennes, donc gouvernementalité, qui sont censées un petit peu écraser les différences culturelles, puisqu'elles seraient universalisables. Beaucoup de chercheurs qui travaillent sur les terrains du Sud questionnent les approches foucaldiennes, et donc dans le texte vous opposez à une approche plus issue de l'anthropologie, comme Descola ou Latour, qui au contraire mettent, on va dire, l'altérité radicale, les ontologies au centre de l'analyse. Ça c'est une dichotomie. Moi je me situe plutôt du deuxième côté, on est tous des références différentes. Moi ce qui m'intéresse dans ce croisement, c'est plutôt des anthropologues comme Hélène Véran, Turnbull, de la Cadena, Blazer, Tim Forsyth, Paul Namaski, qui travaillent vraiment sur les frictions entre les mondes. Donc en effet, moi je suis plutôt d'un côté, et en même temps je pense vraiment que ces deux approches peuvent se compléter. Par exemple, moi je travaille sur les biologistes tropicaux, et je montre comment ils ont fait exister toute une série de nouvelles entités qui peuplent les forêts tropicales, donc grosso modo la faune, la flore, mais aussi des écosystèmes. Et bien là, par exemple, les deux approches sont importantes. C'est-à-dire, à la fois, on peut montrer comment les forêts tropicales, en 50 ans, sont rentrées dans une gouvernementalité contemporaine. On a créé des indicateurs, on a créé énormément d'outils, en particulier avec les marchés carbone aujourd'hui, qui font que les forêts tropicales et tous les êtres qui les peuplent sont rentrés dans une nouvelle forme de gouvernementalité. On n'arrête pas de limiter la faune, la flore, de la compter, de la mesurer, de voir sa fécondité. Donc l'approche foucaldienne est intéressante. Et en même temps, je pense que le travail des biologistes tropicaux est aussi bien illustré par le fait de faire exister dans la communauté politique des êtres nouveaux, des nouvelles entités. Aujourd'hui, les jaguars en forêt tropicale, les microbes, les champignons rentrent d'une certaine manière dans la communauté politique. Donc je pense que cette opposition est en même temps pas toujours bonne, parce que les deux sont utiles, il me semble. Je crois que ce qui est important, c'est de voir comment articuler dans nos travaux ce qui est le même, comme dit référence, sameness, et les différences. On est tous, quand on parle de travail avec ou en utilisant les approches postcoloniales, c'est de penser l'altérité finalement. Et je pense que beaucoup d'auteurs aujourd'hui montrent qu'il n'y a pas une opposition entre le fait d'accepter qu'il y a une vraie différence et qu'elle subsiste. Tout n'est pas hybridité. Le mot hybridité est souvent utilisé de manière un peu... Bon, on dit c'est hybride et on passe à autre chose. Et on n'a pas vraiment considéré comment des mondes différents, des gens étaient vraiment différents, et comment ils pouvaient s'articuler sans perdre leur différence. Il y a énormément d'hybridité aujourd'hui où des différences fortes subsistent.
Donc j'aime beaucoup le terme de Véran, d'Hélène Véran, quand elle parle de post-colonial moments. Ça renvoie un petit peu à la notion de friction, vous savez, où on peut voir tout d'un coup dans certaines situations, quand on est sur le terrain, dans les pays du Sud, ces frictions de monde. Quatrième point, donc sur l'autonomie, une autre dichotomie qu'on a vue très claire, c'est la différence entre ceux qui viennent de l'écologie politique plutôt, et ceux qui viennent de la global health, non, de la santé globale. Et c'est vrai qu'on est un peu dans des problématiques très différentes, d'une part parce que vous êtes plus proche des technosciences, c'est vrai, et l'écologie politique est finalement plus proche des travaux de nos anthropologues. Et donc, on a souvent cette... justement, les gens qui travaillent en Global Health sont beaucoup plus intéressés par les industries et l'hybridité et l'écologie politique. Je pense, mais ça c'est une question, peut-être aussi parce que les identités sont plus territorialisées, font plus appel à une altérité radicale et à son instrumentalisation politique. Donc l'altérité est souvent plus revendiquée du côté de l'écologie politique. Et un dernier point, c'est vrai que moi je m'intéresse plutôt aux marges territoriales. Alors évidemment, les forêts tropicales sur lesquelles je travaille sont profondément connectées aujourd'hui à la globalisation. C'est des marges, mais aujourd'hui, dans les extrêmes marges, on a énormément de liens à travers, en particulier les pollutions et les biologistes tropicaux travaillent extrêmement connectés. Aujourd'hui, quand ils sont au fin fond de la forêt tropicale, ils n'arrêtent pas d'échanger avec leur communauté scientifique. Mais je pense que c'est important aussi de voir, et ça les historiens l'ont très bien fait, d'analyser le centre par l'extrême périphérie. Que, de la même manière que par exemple Guillaume Lachenal a montré que l'écologie française la plus mainstream s'est construite par une station biologique en Afrique, en grande partie, je pense que souvent analyser par des périphéries extrêmes le monde dans lequel on vit, la globalisation, c'est très riche. Je me rappelle juste une autre anecdote. Je travaille sur les scientifiques et souvent ils essayent de me montrer, c'est assez intéressant, les scientifiques quand ils travaillent loin de chez eux, tout d'un coup on leur dit attendez, vous ne pouvez pas rentrer dans cette forêt tropicale, il va falloir faire un rituel. Donc en Papouasie-Nouvelle-Guinée on va tuer un cochon, en Guyane, à Madagascar par exemple, quand j'y étais, il faut faire un rituel en tuant un buffle, on va manger la viande ensemble, etc. Bon, les scientifiques ils acceptent que j'ai suivi de ce bon, c'est un peu le folklore, on va perdre 1 heure mais ça vaut le coup parce qu'on va mieux travailler après. Et donc, ce que je trouve intéressant, c'est que les scientifiques, vous voyez, et on est peut-être un peu comme ça, nous aussi, on se dit, soit c'est vraiment une différence spirituelle, c'est-à-dire c'est des gens qui sont vraiment différents de nous, là c'était très impressionnant, j'ai touché l'altérité, des fois les scientifiques me disent ça, j'ai rien compris quoi, grosso modo, ou alors ils me disent, mais ce rituel c'était du chiquet, c'était que, en fait, commercial, parce qu'après ils nous demandaient de l'argent pour avoir fait ce rituel. Et donc les scientifiques que je suis, souvent, vous voyez, ils opposent la notion d'intérêt et d'économie à la notion, grosso modo, de spiritualité, d'authenticité. Alors que toutes les études anthropologiques montrent que la plupart des locaux, on va dire, qui essaient de rentrer en contact avec les scientifiques, ils ont évidemment une espèce de mélange entre une dimension qui peut être de marchandisation, enfin en tout cas où l'argent a un sens, et où le spirituel a un sens. Donc cette dichotomie, on a tendance à l'utiliser, mais elle est absolument inopérante. Et je pense même pour analyser d'ailleurs les mécanismes de marché au Nord. Cette idée que la spiritualité chasse le marché ou que le marché chasse la spiritualité, pour faire à la hache, est profondément inopérante, je pense, pour analyser ces frictions du monde d'aujourd'hui. Voilà, et donc... encore quelque chose à dire, je pense que je peux y aller. Non, mais après, pour essayer de me rapprocher de la notion de marché tropical, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, aujourd'hui, évidemment, les savoirs chamaniques sur lesquels moi aussi j'ai un petit peu travaillé sont transformés en marché touristique, donc là, il y a des choses intéressantes. Et aussi, il faut faire attention de ne pas avoir des approches trop, justement, rapides. Ce n'est pas parce que des savoirs chamaniques, donc, qui sont censés représenter l'altérité radicale, passent du côté du tourisme et du marché, que ça y est, on est passé de l'autre côté, la différence est éradiquée, et on est du côté du business. Je pense que cette manière dont l'altérité radicale rentre en marché aujourd'hui, par exemple à travers le tourisme chamanique, est un objet qui est plus complexe qu'on peut le penser. Et un dernier point peut-être, moi ce qui est assez intéressant, c'est que je me suis rendu compte que chaque discipline scientifique crée des marchés globalisés. Par exemple, la biologie tropicale, en fait, aujourd'hui, elle est suffisamment institutionnalisée pour que plein d'entreprises, de grandes compagnies vendent par exemple des petits tubes, certains outils, des GPS spécifiques, toute une série de matériel
qui correspond à l'expansion de la biologie tropicale. Donc en fait, les marchés, c'est vrai, en tout cas les technoproduits, accompagnent la globalisation des disciplines. De la même manière, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, on vend de plus en plus du terrain clé en main. Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment la production scientifique elle-même qui est très marchée par l'avancée des marchés. Aujourd'hui, je vois plein d'étudiants des universités nord-américaines qui vont acheter plus ou moins leur terrain clé en main dans des stations tropicales au sud. Je te donne ce petit anecdote. Donc voilà 5 manières, disons, d'essayer de penser cette différence qu'on a vu jouer entre nous, entre moi, ce que je lance comme ça à la discussion, une espèce de deep post-colonial STS et light post-colonial STS. Merci beaucoup pour votre attention. Donc moi je vais essayer d'être un peu bref parce que pour la simple raison que si on veut qu'il y ait une discussion, bon, on va peut-être discuter le papier plus en profondeur à un autre moment. Ce sont des commentaires plus généraux de ma part que je vais faire sur le grand thème traité dans ce papier, la question en fait des STS et leur rapport avec ce qu'on appelle les Suds. Je ne sais toujours pas ce que ça veut dire. C'est un vocabulaire, encore un autre terme parmi plusieurs qui viennent, qui n'ont en fait, qui en appelle purement intuitive, c'est-à-dire comme centre-périphérie, comme un tas de termes de cet ordre-là, hybride, entre autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les implications? On ne pense jamais, c'est juste des façons très courtes de parler des choses. Mais, ok, moi je vais en fait... Bon, je suis aujourd'hui un historien des sciences, mais je viens en fait plutôt au départ du très présent. Je suis mathématicien et donc je n'avais pas du tout des sensibilités historiennes dans un premier temps. Aujourd'hui, je travaille sur le 17e, mais c'était tout un apprentissage. Et donc, en fait, la première chose que je voudrais dire, c'est les rapports extrêmement profonds entre les STS et l'histoire des sciences. Dans leur inception même, hein, c'est-à-dire que ce ne sont pas des rapports qui sont créés aujourd'hui. C'est que ce qu'on appelle les STS, les Science Studies, sont nés dans les années 70 et qui, en fait, sont nourris et ont nourri l'histoire des sciences pendant cette période. Il y a une très, très, très forte relation, intrication entre les deux. On ne peut vraiment pas les séparer. Et en fait, le but, c'est vraiment d'essayer de les remettre quelque part ensemble, de les faire dialoguer. Parce que, effectivement, sur 40 ans, il y a eu un divorce entre les deux, que ce soit dans le soi-disant nord ou le soi-disant sud, ou un peu partout. D'ailleurs, dans ce que vous appelez les Suds, le divorce a déjà été là parce que la plupart des personnes qui ont commencé ces études ont été des gens qui n'ont jamais remis en question la science, qui ne l'ont jamais étudiée. Ça vient dans un premier temps des courants marxistes. Que ce soit en Inde, que ce soit en Amérique latine, ce sont vraiment ça. Le NISTAS, la grosse organisation en Inde qui a travaillé sur ces questions, a été fondée par un monsieur Rahman, qui était un membre
du Parti communiste indien et qui croyait dur comme fer à la science comme forme rationnelle liée au capitalisme et qu'il fallait vraiment garder pour la suite dans un schéma marxiste classique. Et c'est ça la fondation de Nistaz. D'ailleurs, c'est aussi un point que je n'ai pas trouvé vraiment dans le papier, les origines, les appartenances aux gens. C'est pas comme si tout est plat, qu'il y a plusieurs courants par-ci, par-là. Ces courants sont liés aussi à certaines idéologies, d'où justement un lien fondamental entre la sociologie des sciences, une sociologie classique, non STS, c'est-à-dire vraiment style Merton. Quoi faire pour donner en fait aux scientifiques les meilleures ambiances dans lesquelles ils pourraient travailler pour le développement, parce que la science est liée dans cette perspective au développement. Il n'y a pas un questionnement là-dessus, c'est comme ça. Et c'est comme ça, et la science, c'est un bien, c'est rationnel, et c'est aussi une lutte contre la superstition, contre la religion, contre toute forme d'idéologie qui traîne. Donc, une très très forte ancrage là-dedans. Mais l'histoire des sciences, en fait, a aussi aidé à fortifier cette croyance. C'est une histoire des sciences écrite à partir des années 60 en Inde, qui est très très fortement inspirée de Needham, qui lui-même, il ne faut pas oublier, est inspiré d'un marxisme très fort. Donc, il y a quelque chose, il y a une espèce de ressemblance familiale fondée sur, aussi sur un apport institutionnel qui est l'UNESCO. Et ces investissements dans l'histoire du monde, d'une part, mais aussi dans la politique scientifique encouragée par l'UNESCO, dans lequel tout ce monde est très, très, très fortement ancré. Donc, l'histoire des sciences vue, soi-disant, sud, est déjà mondialisée quelque part dans cette grande approche. Mais du côté du Nord, ce n'est pas comme si l'histoire des sciences ou les science studies sont divorcées de la mondialisation. Si on regarde l'histoire des sciences avant les années 70, avant la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire dans son inception, et si on analyse ce que je me suis amusé à faire dernièrement, les 30 premières années de la revue, la grande revue, la seule grande revue de l'histoire des sciences qui s'appelle ICIS. C'est la revue de référence. Ce qui est très étonnant, c'est le nombre d'articles dans les premiers numéros et jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale qui traitent des sciences en Inde, au Japon, en Chine, dans les pays arabes. D'ailleurs, le fondateur de ce journal, George Sarton, qui est aussi le père, soi-disant, de l'histoire des sciences institutionnalisées, écrit en 1951 un petit livre. Je vais vous... Excusez-moi.
Et c'est étonnant, c'est le début de la Première Guerre mondiale, de la guerre froide. Et le titre, en 1951, c'est The Incubation of Western Culture in the Middle East. Justement, pour lui, la naissance de ce qu'on appelle la culture occidentale, c'est à Bagdad. Et il finit, la dernière ligne est vraiment très intéressante et très à propos aujourd'hui pour le président Trump, d'ailleurs pour Bush et depuis Bush, il dit la chose suivante: The Middle East, if we must use that name, was the cradle of our culture, and from it came the means of salvaging it during the Middle Ages, when an Iron Curtain was cutting the world asunder. Alors, le rideau de fer dont il parle, c'est le rideau de fer entre le monde latin et le monde grec. Et il dit, we look at its past with gratitude and to its future with loving hope. Donc, il pense que la Renaissance va venir aussi de là. C'est quand même pour dire quelque chose par rapport à la conscience des historiens, en fait, de l'ancrage de l'histoire des sciences dans un monde plus large que l'Occident. Bien sûr, il y a un européocentrisme dans la mesure où leurs travaux sont ancrés en Occident, mais ce n'est pas comme si c'est inconscient par rapport au reste du monde. Cette inconscience, c'est ironique, en fait, est née après la Deuxième Guerre mondiale, dans le contexte de la guerre froide et avec l'invention de la révolution scientifique comme étant le point fondateur de la science moderne. Et une révolution scientifique qui est ancrée en Occident et qui ne doit rien au monde non occidental. Donc, en fait, la science des 60 dernières, ou l'histoire des sciences et la sociologie des sciences de ces 60 dernières années invente et renforce l'européocentrisme. Et c'est ça un point que je voulais vraiment, sur lequel je voulais vraiment insister, que ce n'est pas comme si on hérite de cela et qu'il faut faire quelque chose, c'est vraiment quelque chose qui se coproduit dans la façon dont les disciplines post-Seconde Guerre mondiale se constituent et que le post-colonialisme, et là je parle pas comme un courant intellectuel, mais temporel, c'est-à-dire tout ce qui est après les années 60, 50 et 60, et en fait participe de cette production des dichotomies. Donc, et c'est là, très rapidement, je voudrais, parce que j'ai beaucoup d'autres choses à dire, mais bon, on peut discuter de ça plus tard. Je voudrais en fait retourner à l'histoire pour dire que l'histoire, en fait, de ces dernières années peut nous aider, en fait, à refonder, tout en critiquant, sans perdre connaissance et conscience de ces dichotomies et tout ce qui est en train de se créer. Et ça, c'est par les nouveaux courants qui sont nés dans le monde historique, les nouveaux courants historiographiques, comme par exemple ce qu'on appelle les historiographies relationnelles, qui essayent de ne pas traiter le monde comme étant composé des parties nord
sud, est, ouest, par en bas, par en haut, etc., etc., mais qui essaye en fait d'examiner, d'étudier les rapports, les relations entre les différentes parties qui forment un tout. Ce sont en fait des histoires, bon, classiquement ça a été l'histoire comparée, mais l'histoire comparée a tendance vraiment à comparer l'incomparable. Mais depuis quelque temps, nous avons des histoires comme l'histoire croisée, comme l'histoire connectée, les histoires circulatoires, l'histoire carrefour, qui essayent en fait déjà de poser des fondements où on essaye de trouver la façon dont le monde se connecte et qui crée en fait, qui essaye aussi d'expliquer la façon dont les asymétries se construisent dans le monde. Ce n'est pas comme si les asymétries sont données, ces asymétries sont construites en permanence, ils sont d'une géométrie variable et c'est ça qu'essayent de faire ces nouvelles histoires. Donc finalement c'est une façon en fait de vous inviter à réintroduire l'élément historique ou du moins les apports de ces nouveaux courants historiques. Il y a des sociologues qui commencent à l'utiliser. Bon, je peux citer un nom, c'est Gurminder Bhamra par exemple, qui, dans un livre qui a fait date, qui s'appelle Rethinking Modernity, qui a été publié il y a 10 ans, essaye justement d'utiliser ces concepts relationnels pour faire une sociologie historique des 2 derniers siècles, pour montrer comment, en fait, ce qu'on appelle la modernité est aussi le résultat de ces connexions et ces circulations. Donc, voilà, je m'arrête là, juste pour vous donner une autre vision de cette question plus générale, et puis on peut entrer dans les discussions, comme ça on a une quinzaine de minutes au moins pour la discussion. Une remarque, une question peut-être. En écoutant Mathieu, j'ai eu l'impression que les technosciences c'était surtout médical. Et n'étant pas spécialiste du domaine, je me posais la question. Et je me posé la question de la pertinence du concept de marché pour les sciences et techniques. Moi, je suis économiste. Je poserai la question inverse. Quelle est la pertinence des technosciences pour l'étude du marché? Moi, je réponds juste sur le point des technosciences médicales. En fait, c'est juste, moi je travaillais plus sur la pharmacie, les exemples que j'ai mentionnés, c'est des exemples qui viennent de la pharma ou du médical. Après, les technosciences sont évidemment pas uniquement médicales. Le nucléaire, c'est des technosciences. Dans les études environnementales, il y a plein de gens qui utilisent des formations sur les technosciences. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout. Si je l'ai laissé entendre, c'est parce que c'est plutôt mon bagage que je pense pour ça. Après, sur technosciences et marché, la pirouette, pour le moment, on ne sait pas en fait si l'un ou l'autre sont intéressants à étudier avec l'autre, c'est pour ça qu'on est là, mais ouais, on en parlera dans la discussion. Non, moi je parle, peut-être juste pour dire un mot là-dessus, parce que moi il me semble que c'est intéressant, mais c'est une proposition purement ouverte et je veux dire, sans aucune arrière-pensée. Il me semble que c'est intéressant de regarder justement l'intersection entre un développement qui est un développement qu'on peut qualifier de technoscientifique, donc la convergence entre des sciences et des techniques de pointe, et en même temps le développement des marchés. Il me semble qu'il y a quelque chose à regarder dans l'articulation entre les deux, comme j'ai mentionné un certain nombre de pistes. C'est intéressant pour moi en tant que, je sais pas, STS ou une personne qui s'intéresse aux études sur les sciences, parce que j'ai l'impression que dans les travaux que j'ai lus pendant longtemps,
au cours des dernières années. Il y a beaucoup de choses, comme David mentionnait, l'opposition Foucault, Descaulien, Latourien. C'est vrai que dans les travaux plutôt inspirés de Foucault, dans les travaux plutôt inspirés de Latour, le rôle des marchés ne me paraît pas si présent que ça, et je pense que c'est important pour nous de réintroduire cette idée, c'est-à-dire en tant que personnes qui ont travaillé en études sur les sciences. Après, est-ce que c'est bien l'un ou l'autre? Enfin, je n'ai aucune idée. Est-ce que tu veux... Oui, d'ailleurs, merci d'avoir posé cette question, parce qu'encore, l'apport de l'histoire là-dessus, surtout ces 30 dernières années, et à part les courants marxistes qui ont toujours lié tout cela, il y a eu des travaux, en commençant par Merchants and Marvels Paula Findlay, qui date déjà de 25 ans, mais en fait depuis, pour montrer jusqu'à quel point une des dynamiques vraiment fondamentales pour le développement des sciences depuis au moins le XVe siècle, c'est le monde marchand. Et la création, donc la création, c'est pas les marchés actuels, mais c'est en fait les marchés de l'époque, c'est-à-dire que c'est très lié aussi à la construction, à l'histoire des marchés. C'est-à-dire que le mot marché a aussi une histoire, on peut l'historiciser, et que c'est vraiment un travail, et on ne peut pas penser tout cela comme si ça n'existait pas, ou que c'est une nouvelle étape de l'histoire des sciences. C'est quelque chose qui est vraiment, qui fait partie intégrante de l'histoire. Ce n'est pas la seule histoire, ce n'est pas la seule façon dont les sciences fonctionnent, même aujourd'hui, mais en fait, c'est vraiment essentiel pour penser cette question. On a une question. Non, mais je voulais juste peut-être poser la question finalement que Capi pose de manière différente à votre papier. Les STS sont-elles dans le sud? Et dans votre papier, effectivement, vous abordez toute une série de travaux qui ne se réclament pas des STS et qui, sauf à quelques exceptions près, ne croisent pas, ne discutent avec les STS, ce sont les travaux sur le développement. Et là, ce que Capi, vraiment, moi, ça m'a... Je veux dire que tu m'as éclairé sur quelque chose, qui est la construction, le rôle de GSTS et de l'histoire des sciences, finalement, qui participe au mouvement de la construction de cette dichotomie, mais qu'on a du mal à s'en débarrasser de cette dichotomie parce qu'elle n'appartient pas qu'au monde des sciences, elle appartient aussi au monde des marchés, au monde économique, au monde politique, que les luttes nationales des années, la décolonisation, a aussi participé à la construction de cette dichotomie. Donc pour des gens qui arriveront dans un monde, je dirais, saturé de cette dichotomie, la difficulté, c'est la réponse par l'histoire relationnelle. Est-ce qu'elle est suffisante pour lever la dichotomie? Est-ce que tu invites aujourd'hui, c'était la question pour Capi, mais elle est pour vous aussi, est-ce que finalement tu invites à se débarrasser totalement de l'idée de discuter les nord, les sud, la multitude de S dans les sud est déjà traduit à mon sens le malaise qui a simplement dire nord et sud, mais est-ce que c'est une invitation dans les études que nous pouvons mener en sciences ou sur les questions du marché à se débarrasser totalement de ce vocabulaire-là? C'est un peu, je vous la pose à vous tous, mais derrière ça, c'est pas simplement c'est pas ce vocabulaire, ça a des implications théoriques sur la manière dont on va formuler un certain nombre de questions. Ou bien on peut aussi prendre une question de Jean-Paul et ensuite on réagit. Ouais, Camille, tu as réintroduit ce truc que je pense aussi absolument central de la relation entre STS et histoire des sciences. Quand on prend la trajectoire d'histoire des sciences, il y a non seulement ce que tu mentionnais, le fait que le non-occidental a été massivement présent dans ce qui étaient les centres d'intérêt des historiens des sciences, en tout cas sur
sur une assez longue période, bon, avec y compris du coup l'importance de toute une série de travaux faits par des historiens des Suds. Les historiens des Suds, Oui. et pas seulement Nida ou les Britanniques ou les Français s'intéressant à l'histoire impériale, etc. Du coup, la question, les STS ont-ils un Sud? C'est aussi la question des STS au Sud. Et sur les 10 ou 15 dernières années, il y a un développement significatif de travaux faits par nos collègues, que ce soit en Asie, en Amérique latine, se revendiquant des STS. Alors, est-ce qu'à votre avis, à tous les trois, ça change quelque chose au STS ou pas? Une question? Une intervention. Je pense que là, on est, je pense, au cœur du sujet. Je pense que c'est bien de répondre presque tous les trois. Juste pour répondre, essayer de répondre de manière pertinente et pas trop longue. En Amérique latine, ce qui est intéressant, c'est qu'on a identifié un vrai clivage entre, d'ailleurs, ça rejoint un peu ce qu'a dit Kapil Raj, entre une histoire des sciences qui est quand même relativement, enfin plutôt une approche d'études des sciences qui est assez ancienne en Amérique latine, qui est installée depuis au moins 40 ans. Et une approche, disons, post-coloniale. Et c'est vraiment, nous c'est presque drôle parce qu'il y a une opposition carrément de courant entre des personnes qui reflètent des oppositions théoriques très fortes. Donc pour l'instant en Amérique latine, mais ça commence, il y a plutôt une opposition entre des STS qui sont en fait, qui répliquent en grande partie l'idée de modernisation, une vision de la science plus, disons, mainstream, et ceux qui veulent, à travers l'histoire, repenser la modernité. Et en fait, ils dialoguent peu. Alors ça commence en Amérique latine, et maintenant il y a des travaux justement des anthropologues qui, disons, vont voir à la fois du côté des études postcoloniales et de l'histoire des sciences, mais c'est le tout début. Donc, pour ce qui est vraiment on va dire des chercheurs qui font des études des sciences en Amérique latine, on a des gens qui sont en fait la première génération très connectés en fait aux études des sciences du Nord et qui en fait sont dans une optique modernisation, progrès, etc. Et une nouvelle vague aujourd'hui qui croise un peu plus avec des études STS, mais qui sont en fait peu connectés encore. Ça commence juste. Ce qu'on a essayé aussi de faire dans cet article, parce que Kapil posait la question en fait des origines, en fait, de la manière de faire de l'histoire des sciences ou des STS aussi au Sud, et il faisait référence au marxisme. En fait, la constatation que vient de faire David, c'est une constatation qu'on fait. Maintenant, on a essayé, peut-être pas encore suffisamment, parce que c'est un papier, c'est de justement retracer un peu l'origine, parce que quand on regarde, Kapil faisait référence au Neustadt, en Amérique latine, les premiers qui se sont aussi intéressés à l'histoire des sciences, ce sont aussi des scientifiques qui étaient proches du pouvoir, comme Raoul Prebisch, Amilcar, etc., et qui étaient des gens qui étaient très proches des marxistes, comme Samiramin, voilà. Donc, et cette histoire de cette dichotomie, et les collègues qui font les études sociales des sciences en Amérique latine, quand ils font leur histoire, ils se réclament, voilà, les études sociales des sciences se réclament de Raoul Prebisch, de tout ce courant, voilà. Mais pourtant, il y a eu une dichotomie, et ce sont les études postcoloniales, maintenant décoloniales, qui, elles, sont dans une critique très radicale de la modernité, etc. Moi, je crois que, je ne sais pas si on peut se déprendre du vocabulaire, oui, pourquoi pas. Après, moi, ce que je trouve intéressant, et on a essayé de le faire en mettant plusieurs courants, c'est que poser la question des asymétries, peut-être la question des nord et sud, dans la manière dont cette dichotomie s'est construite, ça nous permet en fait de revenir effectivement à des courants qui sont moins visibles aujourd'hui. Nous, on a mis ça sous l'enveloppe anticoloniale,
mais qui sont, pour l'Amérique latine, des gens qui peut-être, oui, se réclamaient du marxisme et qui ont fait des études très empiriques. Je parle de Fernando Ortiz, par exemple, sur la question de la différence entre l'économie sucrière et l'économie du tabac. Comment est-ce que les paysans ne travaillent pas de la même manière, le travail n'est pas organisé de la même manière. Donc c'est un certain type d'organisation de marché. Bien avant, Eric Williams sur l'économie de plantation et la question de l'esclavage. Voilà, donc il y a toute une série de travaux qui, à mon avis, ne sont pas assez visibles aujourd'hui et qui nous permettent effectivement de repenser la manière dont l'histoire des sciences et les STS ont effectivement, comment dire, comme tu dis, renforcé cette dichotomie, c'est-à-dire qu'à la fois, effectivement, en pensant à la question des marchés et de la marchandisation, c'est bien sûr travailler sur la question des technoproduits, des produits technomarchaux, donc ça peut être la standardisation, la certification des produits agricoles aussi, etc. Mais aussi de travailler sur la manière dont les sciences sociales ont abordé ces questions, et donc les STS aussi. Donc c'est un exercice, c'est une méthodologie en fait, effectivement, qu'il faudrait mettre en place. Et dans l'article, c'est cet appel-là en fait qu'on a essayé de faire. Moi, je discuterai après avec Soraya. La question, évidemment, elle est centrale, mais on aura plus de temps pour en parler. C'était juste pour dire un mot par rapport à la remarque de Jean-Paul, que je trouve évidemment hyper importante, la question des STS faites par le Sud ou au Sud, qu'est-ce que ça change? Je pense ça pose des questions méthodologiques et en forme de collaboration, tout simplement. Hein. C'est des thèmes qu'on aborde un petit peu dans le papier assez rapidement. Moi, je trouve surtout qu'il est important, ça nous incite à la fois à nous impliquer dans des formes de collaboration et à être attentifs aussi aux formes de standardisation et aux tensions qui existent en fait entre différentes manières de faire des STS. Je le dis depuis mon expérience en Inde ou un peu en Asie. C'est vrai que faire des STS au Sud, ça peut être plein de choses différentes. Et moi, j'aurais plutôt tendance, sans du tout préjuger de quelle est la bonne manière, j'aurais plutôt tendance à me dire qu'on a intérêt à, nous, en tant que chercheurs, à s'impliquer dans des manières qui vont aussi encourager une certaine diversité des pratiques de STS, parce que ce qu'on voit, c'est aussi que STS, bon, c'est la 4S, c'est des manières assez spécifiques d'encourager l'enquête sur les sciences, de la conceptualiser, et qu'il y a évidemment une tendance à s'engager dans une standardisation forte, même qu'on soit en Inde, en Corée ou ailleurs, quoi. Et du coup, voilà, nous-mêmes en tant que chercheurs, pour dire, moi quand je suis en Inde, c'est vrai que ça m'intéresse aussi plus d'écouter et de voir un peu les diversités épistémologiques ou conceptuelles qu'il peut y avoir autour de ces questions, plutôt que faire du STS à tout prix pour pouvoir rentrer et pour pouvoir faire un panel à la 4S à la fin, quoi, avec des Indiens. Ouais, bon, en fait, je voudrais retourner la question que Jean-Paul a posée, mais toi aussi, c'est-à-dire l'emploi de ce terme Sud. Est-ce que ça nous aide, en fait, quelque part, à parler de tout ça sous un même chapeau? Est-ce que, pas tout en Inde, mais il y a des grosses parties des activités qu'on peut appeler des activités scientifiques et techniques en Inde, qu'on ne peut pas penser en termes des Suds, la catégorie Sud, ou la Chine par exemple, ou l'Iran. Hein, on oublie ce genre de pays aussi, hein, là-dedans. J'ai eu l'occasion de travailler sur le Maroc à un moment donné, c'est-à-dire que ça fait maintenant presque 30 ans, 26 ans, avec justement l'Oxfam, le Maroc, l'Algérie, etc. Et en fait, rien qu'à l'intérieur du monde dit arabe, hein, dans l'appellation des Nations Unies, il y a de telles différences qu'on ne peut absolument pas, c'est-à-dire ce genre de catégories qui enveloppent tous les Suds ou le Sud
où le Nord ne nous aide pas. Il y a beaucoup de choses il serait bien en fait de déconstruire ces catégories et en fait regarder à l'intérieur des choses qui sont communes avec plusieurs autres secteurs. On travaille juste pour une chose, dans les STS, la localité compte beaucoup, le local. Et si on regarde du côté des Suds, on parle beaucoup des savoirs indigènes ou des savoirs locaux comme si ils étaient différents de la science. Alors, il faut peut-être interroger tout cela. Mais il y a une chose que je voudrais, en fait, une façon ironique de finir avec cette réponse, de dire, oui, par rapport à ta question, est-ce que le Sud apporte quelque chose? Oui, les histoires relationnelles sont aussi, par exemple, en fait, une production qui vient du Sud, où ces nouvelles appels à faire une autre forme de travail. Hein? Voilà. Je pense qu'il y a encore une question. Excuse-moi, juste un mot, voilà, toujours dans le même sens. Un des intérêts de l'article, c'est vrai que ça a été de se rendre compte justement que tout le problème, c'est comment est-ce qu'on raconte les STS au Sud. Et justement, si on impose déjà un cadrage de ce que c'est que les sciences et les études des sciences, bah, c'est vite fait. Et justement, on peut considérer qu'il n'y avait que des marxistes. Enfin, on a vite fait aussi de caricaturer. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est de reconstruire ensemble, comme on essaie de le faire, des généalogies plus compliquées, plus variées de ce que c'est que l'étude des sciences au Sud. Donc, par exemple, les liens avec les études de développement. Moi, je pense qu'en Amérique latine, par exemple, il y a des gens qui ne sont pas du tout dans le cadrage d'histoire des sciences, mais qui sont des penseurs, qui sont très intéressants pour penser les sciences. Mais en sorte qu'on ne les a jamais mis dans les généalogies des STS ou d'histoire des sciences. Voilà. Donc, ça permet ça aussi, je crois, de se rendre compte, de récupérer des auteurs, des pensées, d'autres généalogies. Le problème avec l'article, précisément, c'est que vous ne pouvez pas faire ça sans mentionner même le mot marxiste. C'est-à-dire que vous l'avez éliminé complètement dans votre analyse. En essayant de compliquer des choses, vous faites le table rase complètement. Ça, c'est pas possible. C'est une très bonne remarque. Excusez-moi, mais vous ne pouvez pas vous défendre. Ça, c'est pas permissible. Non. Je suis d'accord. Surtout les personnes que l'on cite dans les anticoloniaux, autant Aimé Césaire que Cyril Lionel James. Non, bien sûr que Eric Williams, etc. Non, mais ça, il n'y a pas. Mais est-ce que vous mentionnez pour une fois quelque part? Non, justement. C'est une très bonne remarque. Alors, on a une dernière question de la part Timana. Est-ce que je pense que si tu parles fort. Oui, j'essaierai, mais je ne parle pas trop fort. Et il y a deux choses qui me gênent un peu. Je suis tout à fait d'accord avec Capi qu'on ne peut pas parler du Sud comme une unité parce que ça s'agit de pays extrêmement différents et de pays qui ont des clivages internes extrêmement différents. Je pense que le clivage interne, c'est aussi extrêmement important. Mais deuxième chose qui me gêne dans tout ce débat est que j'ai l'impression qu'il y a une fluidité entre les choses comme économie, marché, politique, etc., Sud-Nord, et STS. STS, c'est une discipline universitaire. Ce n'est pas ni le marché, ni la politique, ni la gestion globale. C'est quelque chose qui passe par les universitaires, qui font des carrières universitaires, qui ont besoin d'avoir des postes, de publier, d'être visibles et qui obéit à toutes les règles du marché universitaire qui est vraiment tout à fait différent du marché des médicaments, par exemple. Donc moi, je pense de mon expérience, je travaille un peu au Brésil et ailleurs en Amérique latine, qu'il y a un grand problème STS, par exemple, le langage. Alors, vaut mieux encore être indien qui a des langages, qui parle anglais correctement, c'est des choses parfaitement banales, mais aujourd'hui, tout ce qui se passe en STS, pratiquement à 90%, sinon à
et sera en anglais et sera dans un certain style imposé par les universités anglaises et américaines. Il y a un style STS, si on sort de ce... On dit, bon, on veut la diversité et tout ça, mais essayez d'étudier en social studies of science si on est étudiant brésilien. Non, mais bref, je sais parce que beaucoup de mes étudiants ont essayé. Donc il y a un obstacle qui est complètement banal et il y a de standardisation d'accès au marché universitaire STS par les gens. Est-ce qu'il y a une dernière réaction parmi les intervenants? Je me demandais si aussi dans cette histoire de l'opposition, en tout cas de deux grandes tendances, on va dire, qui est très observable en Amérique latine, beaucoup moins en Asie, parce qu'elle est plus historique aussi. Le STS, disons, est plus historique, je pense. Et je pense que la remarque de Capil était très importante sur le marxisme, parce qu'en fait, une des racines de ce qui est aujourd'hui le STS latino-américain est marxiste, complètement marxiste. Les conseillers principaux du gouvernement argentin qui ont été Sarbato et compagnie, qui ont été à la tête de toute cette réflexion, qui n'étaient pas des antidépendantistes par hasard, ils étaient avant tout des membres du Parti communiste. Donc c'était exprimé comme ça, et Ciencia Nueva, c'était l'organe des académiques communistes. Ça a été très important. Ce que je voulais dire, c'est dans cette opposition, il y a quelque chose de nouveau qui s'est passé, c'est le flux massif des étudiants et des chercheurs, des jeunes chercheurs, d'un pays à l'autre. Et en fait, on se trouve, pour parler du marché académique dont parlait Ilan, on se trouve face à un énorme renouveau du personnel académique qui travaille sur ces questions. Et même s'il pose les mêmes questions sur les mêmes sujets, il ne les pose pas il les pose pas avec les mêmes outils en termes de contact avec les gens qui vont aller sur le terrain, avec les financements qu'ils vont avoir. Et la grosse différence qu'on va avoir dans cette circulation un peu mondiale, qui à mon avis est à l'origine de ce renouvellement, beaucoup plus que notre propre réflexion, elle vient aussi des financements. Quand j'ai employé le terme non hégémonique, que j'ai fait paraître cet article il y a quelque temps dans la revue d'anthropologie des connaissances, c'était pour signaler quelque chose de très précis. C'est l'inégalité du financement dans la façon de fixer un agenda de recherche. Et actuellement, je pense que la différence, elle se fait en ce qu'aujourd'hui, on a des chercheurs chinois qui sont capables de fixer l'agenda de recherche sur certains thèmes. On a des chercheurs indiens qui sont capables de le faire. Ce n'était pas le cas il y a 20 ans. Et ce changement a été très très rapide. Et du coup, le terme de Sud n'a plus aucun sens, mais le terme d'hégémonique ou non hégémonique, là, par contre, totalement. Et il s'exprime dans le mouvement des personnes, dans le mouvement des financements.